plus la Pologne, plus l'Ukraine, plus la Biélorussie, plus. Donc c'est tout ça qui était en révolution. Jusqu'à l'Allemagne, il y a eu des conseils ouvriers en 19 et 20 en Hongrie, et il y a même eu une période révolutionnaire du même type, qui est très peu connue, qui est encore moins connue que la révolution allemande, qu'on appelle le Biennio Rosso, dans le nord de l'Italie, l'Italie industrielle, avec des conseils ouvriers du même type de ceux dont on va parler, qui ont pris le pouvoir à Turin dans les années 20. Donc il y a eu vraiment une vague révolutionnaire qui a emporté toute l'Europe. Il y avait aussi la révolution en Chine et au Mexique, par ailleurs. Mais pour parler de l'Europe et de révolution prolétarienne, on a vraiment là un tournant du siècle. Alors, avant de commencer à vous essayer de montrer comment s'est déroulée cette révolution, je vais faire quelques petits rappels sur ce qu'était l'Allemagne à ce moment-là, parce qu'on n'est pas du tout comme un pays comme la Russie. La Russie, c'est un pays à 90% paysans. L'Allemagne, c'est pas du tout ça. C'est un pays très industrialisé. C'est un pays qui a commencé à s'industrialiser à la fin du 19e, qui s'est industrialisé très très rapidement, avec une industrialisation qui s'est concentrée avec l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Et c'est là qu'on sont nés tous les trosses qu'on connaît encore aujourd'hui, qui continuent à sévir. Et le développement industriel et les concentrations ouvrières étaient telles qu'il y avait 60 à 65% de la population qui était prolétaire en Allemagne. Ce n'est pas les 10% russes. Donc c'est presque l'équivalent d'un pays comme le nôtre. Bon. Et du point de vue du dynamisme économique, la seule économie qui était comparable, c'est l'économie des États-Unis. Donc ça donne une petite idée, alors que c'est un pays qui n'avait pas de colonie. C'est un pays qui vivait... Donc c'est un gros pays industriel avec deux caractéristiques, sans détailler tout ça, mais il faut le comprendre. C'est-à-dire, quand on regarde cette révolution allemande, c'est dans une situation qui est beaucoup plus proche de la nôtre que quand on parle de la révolution russe, pour dire les choses d'une autre manière. Bon. Deuxième chose qui est importante de comprendre, c'est que c'est un pays qui n'est pas encore unifié en réalité à ce moment-là. Ce n'est pas une démocratie classique, puisque la bourgeoisie allemande était très jeune, elle n'avait pas confiance dans ses forces, elle pensait que le mouvement ouvrier était un peu trop dangereux, et donc elle n'a pas mis en place une république démocratique classique, elle a mis en place un système prussien, elle a mis la Prusse pour gouverner une structure qui possédait quelques dizaines d'États, de régions, de villes, etc., avec dans chacune d'entre elles un système politique différent. Et au-dessus de ça, un parlement qui ne servait à rien, puisque tout était décidé par l'empereur et la bureaucratie prussienne. Et l'État était dans les mains des junkers prussiens. Donc, c'est le Moyen-Âge qui était encore là, avec une domination de ce type-là, mais qu'on voit dans les films, mais c'était tout à fait ça. Dans l'armée allemande, il y avait des régimes alimentaires différents pour les soldats, il y avait des systèmes complètement structurés autour de ça. Ça, c'est la première donnée importante, c'est que c'est un pays éclaté, et on va le voir dans la Révolution, ça va avoir des conséquences. Et la deuxième, c'est le poids de la social-démocratie allemande. Alors, la social-démocratie allemande, c'est dans le mouvement socialiste de la fin du 19e siècle et du début du 20e, celui qui explose au moment de la guerre de 14, dans la Seconde Internationale, le parti référent, c'était le Parti social-démocrate allemand. Le Parti social-démocrate allemand qui, à l'entrée de la guerre, est un parti qui a plus d'1 million de membres, des dizaines de journaux, des milliers de permanents, qui structure les syndicats et qui structure, plus que les syndicats, qui structure la vie de tous les prolétaires. Mais au sens, c'est-à-dire que c'est lui qui dirige les syndicats, mais il dirige aussi les associations de femmes, l'organisation sportive des jeunes, une bibliothèque, une fanfare, que sais-je. C'est-à-dire que quand on est prolétaire, on peut vivre dans le Parti social-démocrate. Il y a des tasses avec les figures des responsables du Parti social-démocrate, il y a des fêtes, enfin voilà, on est dans un parti qui structure l'entièreté du prolétariat. Et c'est très important avec un mode de fonctionnement où
réellement... enfin, je veux dire, ça n'existe plus des partis comme ça dans le monde aujourd'hui. Il n'y a plus un pays dans lequel il y a des partis équivalents au Parti social-démocrate allemand. Et donc, avec un problème dans ce parti qui était en fait la fusion de deux courants, le courant marxiste classique, Bredel, Kautsky, etc., et des Lassalliens, j'en dis deux mots parce que ça a une petite importance pour la suite, qui était un courant qui pensait qu'on allait changer la société par le vote, qui était une position assez développée dans le 19e siècle. Les prolétaires étaient de plus en plus nombreux, et donc on se disait, on met en place un système démocratique, et avec ce système démocratique, comme on va devenir majoritaire, on deviendra majoritaire et la société changera comme ça. L'idée qu'on puisse changer la société parce que le prolétariat gonfle et qu'on structure le prolétariat et que du coup on sera majoritaire. Il y a une phrase d'Engels, celui de Marx et Engels, qui est mort bien après Marx, qui dit tout de suite on a un soldat sur 5, bientôt on en aura un sur 3, dans 10 ans on en aura un sur 2. Enfin voilà, et petit à petit on sera majoritaire dans l'armée. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment une idée, et Lassalle, c'était tout à fait ça. Donc le Parti social-démocrate allemand, c'est la fusion de Lassalle et du courant marxiste beaucoup plus classique, avec un problème, c'est que la possibilité de s'adapter au système, la volonté réformiste, on dirait aujourd'hui, mais ça c'est du vocabulaire qui n'existait pas à l'époque, bon, mais la volonté de trouver une place dans le système et de négocier ne pouvait pas s'appliquer. Parce que le système militaro-prussien interdisait à un militant social-démocrate d'être enseignant, postier, voilà. Et y compris les dirigeants les plus réformistes étaient en tôle régulièrement. Enfin voilà, c'est un système dans lequel il n'y avait aucun espace politique. Alors on pouvait se présenter aux élections. Le parti est passé en 35 ans de 3% à 35%. À l'entrée de la guerre, il fait 35% aux élections, donc c'est pas tout à fait rien, il a des députés, tout ça. Mais pour autant, on ne peut pas du tout s'intégrer dans la société bourgeoise telle qu'elle est, quoi. Et du coup, ça a une conséquence, c'est que dans ce parti qui était le parti modèle de l'international, que même les bolcheviks regardaient avec admiration, tout le monde regardait le Parti social-démocrate avec admiration, parce qu'on parlait de la révolution de dimanche, et puis le reste du temps, on cherchait à trouver une faille dans le système pour avancer d'un point de vue social. Et donc, il y avait un blocage total au plan politique, et au plan social, par contre, l'État prussien filait des trucs. Donc, il y avait des salaires qui augmentaient, c'est-à-dire qu'on ne remettait jamais en cause le pouvoir politique, mais d'un point de vue social, comme c'est une bourgeoisie qui avait du fric, il y avait des avantages sociaux, une sécurité. Les systèmes de retraite et de sécurité sociale, c'est les premiers qui ont existé en Europe dans cette semi-dictature de l'Empire prussien. Donc voilà. Mais du coup, il y a très peu d'organisations à la gauche de la social-démocratie, parce que la social-démocratie structurant tellement le prolétariat que ça ne justifie pas. Alors, ce parti va exploser sur le déclenchement de la guerre. Quand la guerre arrive, alors, mais pour que vous compreniez ce qu'était le Parti social-démocrate, je vais chercher mes notes parce que je fais une mémoire, et puis bon, c'est pas très grave. Dans les semaines qui ont précédé le déclenchement de la guerre, il y a eu des manifestations, 27 meetings à Berlin, des centaines de meetings dans tout le pays. Quand je dis le parti, c'était ça. Voilà, contre la guerre, on n'ira jamais, etc. etc. Et quand la guerre est déclenchée, tournant, mais en à peine 24 heures, d'alliance avec la bourgeoisie, on dit allemande, sur le thème « on ne va pas se laisser envahir par le despotisme russe ». Mais ce qu'il y avait aussi là-dedans, c'est l'idée, si on est contre la guerre, on va perdre tout ce qu'on a construit. Alors, quand on a 40 quotidiens, des milliers de journalistes, bon, je rajoute pas, vous voyez ce que je veux dire, on se dit, si on est contre la guerre et que la guerre dure 3 mois, on perd tout. Mais c'est un truc qui a pesé dans tous les partis socialistes de l'époque, et qui est évidemment une catastrophe.
évidemment une catastrophe parce que tout le monde part à la guerre, la fleur au fusil, en pensant... Alors, on a eu le même phénomène en France, hein, et je parle de la social-démocratie, mais on a eu la même chose chez les anarcho-syndicalistes français, hein, qui ont négocié des accords de ne pas faire de grève pour ne pas gêner la résistance de la France au despotisme prussien, parce que chacun avait son despotisme, mais il y a la même chose, c'est les anarchistes. Hein. Le grand dirigeant anarchiste de l'époque, c'est Kropotkin. Hein. Kropotkin fait la même chose. Donc, vous voyez ce que je veux dire, je dis que c'est la social-démocratie, mais à l'époque, tout le monde a été embarqué par chacun défend son pays avec des arguties, des machins, etc. Hein. Et ceux qui ont résisté, c'est une poignée. Ceux qui ont résisté en Allemagne, c'est Rosa Luxembourg, autour de Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Clark Zetkin, enfin une dizaine. Leur première réunion, ils n'étaient même pas 10, ils envoyaient 300 télégrammes, ils ont eu moins de 10 réponses. C'est-à-dire que c'est un truc, ils se sont trouvés tout seuls. Hein, et donc il y a eu la même chose dans tous les pays. Bon. Et c'est donc là qu'il se pose la question, je ne détaillerai pas ça, mais que tout le monde se dit la deuxième internationale a failli, puisqu'elle cherchait à empêcher la guerre. Hein, elle fait toutes sortes de manifs pour empêcher la guerre. Elle n'est pas capable de résister à cette poussée belliciste, elle ne sert plus à rien. Mais Lénine, il s'est demandé si c'était pas de l'intox, par exemple, hein, tellement ils admiraient le SPD. Ils se sont dit, c'est une fake news. Bon, et donc voilà. Alors, ceci dit, tout ça va avoir des conséquences dans la façon dont se structure un courant révolutionnaire en Allemagne. Parce que dans le SPD, il n'y avait pas de tendance. Il y avait des débats très vifs dans les brochures, dans les revues, les machins, etc. Mais il n'y avait pas de tendance. Et il y a l'idée, y compris chez Rosa Luxembourg, qui était la grande dirigeante de tout ça, qui était certainement une des théoriciennes du marxisme les plus puissantes de cette époque, hein, qui a écrit des trucs absolument décisifs, sur l'impérialisme notamment. Rosa Luxembourg disait: on ne quitte pas le Parti social-démocrate parce qu'on ne quitte pas la classe ouvrière. Il y avait l'idée que la social-démocratie, c'était la classe ouvrière, c'était l'essence de la classe ouvrière. Donc, tout ça va mettre un temps pas possible à décanter, parce que pour sortir de tout ça, c'est en gros 2 ans après que le groupe Spartacus apparaît. Hein. Je vous passe les détails intermédiaires. Mais par exemple, le premier comment dirais-je, le vote des crédits de guerre en août, Karl Liebknecht les a votés, contrairement à ce qui se dit. Il les a votés parce que on ne faisait pas un truc différent que ce que la majorité avait décidé. C'est seulement en décembre qu'il vote contre tout seul, puis petit à petit, il gagne 1, 2, 3 députés, enfin... Alors, du coup, ça a pour conséquence 2 choses. La première, c'est que comment dirais-je, la gauche du Parti social-démocrate, à gauche du Parti social-démocrate, c'est quand même la désintégration. Bon, et tout ça va exploser en 1916 et va apparaître l'USPD, le Parti social-démocrate indépendant, hein, dont on va parler beaucoup, donc c'est pour ça que j'en dis 2, 3 petits mots. Donc en fait, ce Parti social-démocrate indépendant regroupait tous les courants et sous-courants de la social-démocratie historique, mais qui refusait comment dirais-je, le tournant belliciste de la direction social-démocrate. C'est-à-dire, en gros, la direction social-démocrate, ils ont trahi notre histoire. Mais il y avait tout dedans. Il y avait Kautsky, il y avait la gauche, il y avait Kautsky, il y avait y compris Bernstein, je ne peux pas détailler ça, mais enfin, la droite du Parti social-démocrate allemand était dans le parti indépendant. Voilà. Ceci dit, il représente un tiers à peu près des militants, et les 2 tiers restent aux sociaux-démocrates. À peu près, hein. Alors, ceci dit, il y avait 1 million de militants sociodémocrates à l'entrée de la guerre. Les 2 tiers des militants sont dans les
casernes, enfin dans les casernes, dans les tranchées. Donc le 1 tiers, 2 tiers, c'est sur ce qui reste de militants à ce moment. Bon. Et alors, tout ça se produit. La révolution russe provoque quelques premières mutineries. Hein. Il y a des mutineries en été 17. Et en janvier 18, au moment de l'appel de Brest-Litovsk, il y a des grèves de masse. Alors les grèves de masse, c'est 300 à 1 million de grévistes. Hein. Ben oui, c'est la tradition de la social-démocratie faisait qu'il y avait en plus, oui, on parlait de ça parce que c'est important, la social-démocratie était organisée par localité. Les comités du parti, c'était des comités de ville. Mais dans les usines, ils avaient un système qui s'appelait d'hommes de confiance. Il y avait une bataille de Clara Zetkin, puis qu'on dise homme ou femme de confiance. Ça, c'est la petite histoire. Mais l'homme de confiance, qui était un système où on avait des relais dans toutes les entreprises d'individus, de militants, qui avaient la confiance des prolos et qui avaient la confiance du parti. Et ce réseau-là était un réseau extrêmement important. Et quand ce réseau-là se mobilisait, quand on avait l'accord des hommes de confiance, ça voulait dire qu'on pouvait faire partir toutes les usines. On ne partait pas à l'aveuglette, hein, on partait avec des gens qui structuraient réellement le problème. Oui, on parle d'une période qui n'existe plus. Hein, je vous dis, là, quand on écrit ça, c'est... Et vous allez voir la suite, il y a des choses tout à fait étonnantes. Bon, donc les premières grèves ont lieu comment dirais-je, à l'été 18, bon, et à l'automne 18, bon, la bourgeoisie est convaincue qu'elle a perdu la guerre. Mais c'est le haut commandement le haut commandement allemand est convaincu, après leur dernière offensive d'août 18, qu'ils ont perdu la guerre. Et donc à partir de ce moment-là, le haut commandement, Hindenburg et Ludendorff, enfin voilà, ils pensent qu'il faut il faut négocier, mais pour garantir la stabilité sociale, il ne faut pas faire ce qu'a fait le tsarisme, il faut ouvrir le gouvernement aux sociodémocrates et que ce soit les sociodémocrates qui négocient l'armistice. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la responsabilité, ils font prendre la responsabilité, et ce qui permettra de dire après, si l'armistice a été signé par un coup de poignard dans le dos des sociodémocrates. Ils pichent ça dès septembre. Bon. Et donc, et là on a une bourgeoisie qui, pour prendre l'exemple de la comparaison avec la bourgeoisie russe, c'est pas du tout du même niveau, quoi. Il prévoit un coup à l'avance. Hein. Voilà. Et donc, et en conséquence, ils entament le processus de négociation. Alors, dans cette affaire-là, du coup, le 20 octobre, il y a une amnistie générale. Le gouvernement se met en place avec les sociodémocrates, et l'amnistie est proclamée. Donc Liebknecht revient à Berlin. Il est accueilli en héros, il fait un discours fabuleux. Il y avait 50 militants spartakistes à Berlin. C'est rien, parce que la ville ouvrière qui était Berlin. Et les centristes, les SPD, les indépendants, lui offrent une place, il la refuse. Et il se lance dans une discussion sur quand est-ce qu'on fait une insurrection. C'était assez étonnant, parce qu'il y a eu des grèves, il y a eu comment dirais-je, des mutineries, mais penser qu'on pouvait préparer l'insurrection comme ça, de but en blanc. Bon, en fait, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est la soif de paix qui va l'emporter. Ce qui se passe, c'est que le commandement de la marine décide, alors même que les négociations sont entamées avec les Français, de faire une offensive pour soulager, en fait, pour montrer qu'on est encore là, pour poser sur les négociations. Et les marins disent ça, c'est fini, là on sort de 4 ans de guerre, on est en train de négocier la paix. C'est hors de question qu'on aille être les derniers à mourir dans la fête. C'est vraiment ça, le déclenchement de la révolution. Alors que les révolutionnaires étaient en train de discuter de ce qu'ils allaient faire, pas faire, ça part comme ça à Kiel, bon ça vous connaissez probablement, hein, les marins refusent, l'armée tire, ils continuent quand même. Et alors,
ce qui se passe pendant les 3 ou 4 jours, ça commence le 7-8 novembre. Oui, c'est ça. 7-8 novembre. Ce qui est impressionnant, c'est que partout on a le même schéma. C'est-à-dire que le déclenchement de la révolution vient des soldats, et les soldats rencontrent les ouvriers, et des conseils d'ouvriers et de soldats sont élus dans toutes les villes, et ça se répand d'une manière, en à peine une semaine, toute l'Allemagne est couverte de conseils de soldats. Ce qui s'est passé en Alsace, c'est tout à fait ça. C'est ça partout. Et donc, et en gros, ils prennent le pouvoir dans les villes, ils forment des milices, parfois il y a des milices plus ou moins efficaces, et à Berlin, même processus, mais avec le premier problème politique apparaît le jour de la Révolution. Alors, c'est entre le 9 et le 10. Et là, il y a 2 proclamations de la République. C'est le même chose, le même schéma. Les soldats et les conseils, des grandes manifestations avec les ouvriers. Le gouvernement s'en va. Et Scheidemann, qui est le dirigeant social-démocrate, monte au balcon du Reichstag et fait un discours Vive la République allemande. Et 1 heure avant ou 1 heure après, non, c'est après, Liebknecht, lui, du palais impérial à l'autre bout de Berlin, fait tout un discours sur le jour de la Révolution est arrivé, nous proclamons à la République socialiste d'Allemagne, le règne du capitalisme est terminé. Bon. C'était un peu en avant de la réalité, pour dire les choses comme ça. Parce que c'est pas parce que le pouvoir impérial et le système militaro-prussien s'écroulent que le capitalisme s'écroule. Ni même que l'État s'écroule. Pour que vous ayez un ordre de comparaison avec la Russie, par exemple, en Russie, l'État tsariste était incapable de permettre l'approvisionnement des usines. Les premiers régiments qui sont partis à la guerre de 14-18, ils avaient un fusil pour 2 parce qu'ils n'étaient pas foutus de donner un fusil à chaque soldat. Ce n'est pas vraiment le cas de l'Allemagne. On a un État qui fait marcher le pays, qui organise la société, qui est capable de faire marcher l'économie. Et donc, penser que, parce que le pouvoir politique s'écroule comme ça, la révolution se produit, est vraiment une erreur. Parce que la facilité avec laquelle on pense avoir réalisé les choses ne permet pas de mesurer la complexité de ce qui reste à faire. Hein, je ne sais pas si c'est clair cette phrase-là, mais c'est vraiment ça. Bon. Et donc, l'illusion de la victoire favorise les illusions. Voilà, il faut le dire comme ça aussi. Voilà. Et donc, ce qui se passe, parce que à partir de ce moment-là, il y a un débat sur qui va prendre le pouvoir. Hein, parce qu'il y a un gouvernement avec le SPD, mais après, une fois que tout s'écroule, qui prend le pouvoir? Est-ce que ce sont les conseils, ou est-ce que c'est l'élection d'une nouvelle assemblée, etc. Bon. Et c'est le débat qui va exister de mi-novembre, début novembre, 10, 11, 12 novembre, jusqu'à janvier, mi-janvier. Alors, les conseils dans les villes ont une structure, pour reprendre encore la comparaison avec la Révolution russe, inférieure en capacité d'organisation de la société à ceux de la Révolution russe. Le Soviet de Pétrograd, par exemple, pour que vous ayez un ordre de grandeur, avait plusieurs centaines de salariés qui organisaient le travail de la ville. C'est-à-dire, le Soviet était élu par les Soviets, etc. Mais il organisait réellement le travail. Les Soviets de quartier, c'est eux qui répartissaient les logements. Enfin voilà, les Soviets organisaient la vie concrète des gens. En Allemagne, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que l'État, même s'il est un peu déstabilisé, est toujours là.
Hein, il y a toujours des fonctionnaires, il y a toujours la poste fonctionne, je ne sais pas comment dire, la société continue à fonctionner, les gens ont quoi bouffer, les trains circulent, autant qu'il n'y a pas de grève, enfin voilà. Bon. Et donc les soviets, enfin les conseils en Allemagne, ne prennent pas la même ampleur du point de vue de l'organisation concrète de la vie de la population, parce qu'il y a encore les autres en place, quoi. Bon. Alors dans certains endroits, ça dépend quelle est la structure de pouvoir. Alors, comme c'est pour ça que je vous disais, l'Allemagne n'est pas un pays unifié, hein, parce que l'unification est assez récente. Bon, ben, tout ça varie d'une région à l'autre complètement. Il y a des régions où les révolutionnaires contrôlent tout, d'autres où ils contrôlent peu de choses, et ça varie d'un endroit à l'autre, etc. Bon, ça, c'est la réalité. Mais après, il y a le débat politique. Dans le débat politique, c'est qui prend le pouvoir. Alors, là, on a aussi un autre phénomène en Allemagne, c'est le poids historique de la social-démocratie. Parce que le SPD est toujours là, donc il y a les indépendants, dans lesquels sont les spartakistes, et puis il y a la social-démocratie. Et la social-démocratie a perdu du terrain du côté des prolos, mais a plutôt gagné du terrain du côté des soldats. Et la bagarre qui est menée partout, mais ça de manière soit organisée par le SPD, la social-démocratie, soit avec un fonctionnement spontané des masses, c'est de dire qu'il faut que tous les partis soient nos représentants. Et donc dans les conseils d'ouvriers, les représentants, c'est moitié SPD, moitié centriste, moitié indépendant. Ce qui ne correspond pas toujours à la force réelle. Hein. Mais ce qui aussi, d'ailleurs, montre une idée comment les gens étaient élus. Hein. Les gens sont élus parce qu'ils sont dans un parti, ce qui n'était pas le cas en Russie non plus, parce que les partis structurellement la société, et donc on élisait les gens qu'on connaissait. Là, on élit les représentants des partis. Et du coup, comme le SPD est majoritaire chez les soldats, et que partout, du côté ouvrier, on dit majorité, moitié-moitié indépendant SPD, quand on additionne le tout, le SPD est majoritaire. Et donc le problème des conseils, c'est qu'à ce moment-là, le SPD est majoritaire au sein des conseils. Et c'est ce qui va se passer au premier congrès national de tous les conseils. Il aura même plus que 3/4 de mandat. Et le SPD, lui, il a une ligne politique extrêmement simple. C'est, on a gagné, on se bat depuis 40 ans pour les élections, etc. On va faire la nationalisation, on n'appelle pas ça la nationalisation, je ne sais plus comment ça s'appelait, la socialisation des usines, je ne me rappelle plus le mot, parce que les mots changent d'une époque à l'autre. Enfin, on va nationaliser, on va socialiser, mais là on prend aussi une première étape, on a le droit de vote, il ne faut pas foutre en l'air ce qu'on a construit, voilà. Et il faut mettre en place une assemblée nationale, une assemblée constituante. À tel point que le premier congrès de ces conseils décide de remettre son pouvoir à l'Assemblée constituante. C'est-à-dire que les révolutionnaires sont minoritaires, en novembre. Fin novembre, début décembre. Ce qui est évidemment un problème majeur, parce que du coup, l'idée qu'on puisse faire la révolution à ce moment-là en contournant l'Assemblée constituante est assez déraisonnable. On peut difficilement dire tout le pouvoir au Conseil quand la majorité des conseils dit je ne veux pas le pouvoir. Vous voyez le problème. Ce qui d'ailleurs a été le cas en Russie aussi d'ailleurs. Et la question de la prise du pouvoir se pose quand la majorité des soviets est pour prendre le pouvoir, parce que sinon c'est tout le pouvoir aux soviets.